Je suis la coach Elisa Ibsen, coach en conseil conjugal et éducation parentale. Alors aujourd'hui, nous allons aborder du volume 2 de notre thème que nous avons abordé la semaine dernière. Il s'agit d'un homme fait ou un homme à faire. En fait, dans cette question, il s'agit simplement du choix du conjoint, notamment sur le point de vue de la femme. Alors, nous avons abordé certaines questions déjà la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons simplement faire une continuité du thème en question puisque nous n'étions pas allés jusqu'au bout. Alors, nous allons passer à nouveau aux questions qui nous intéressent. Notamment, nous avions parlé des influences par rapport au choix du conjoint. Lorsqu'il s'agit d'accepter la main ou une demande en mariage qu'une sœur a reçue de la part d'un frère, il peut arriver que cette dernière se fasse influencer par les avis de ses proches. Et aujourd'hui, nous allons encore nous appesantir là-dessus par rapport au point de vue de notre orateur qui va aussi en même temps se présenter avant de répondre à la question. Alors, la question est la suivante. Que doit-on faire de la vie des proches par rapport au choix du conjoint concernant la réponse d'une demande en mariage reçue par une sœur? Qu'est-ce que cette dernière doit faire des avis des uns et des autres sur, notamment, ça peut être sur la position sociale de ce dernier ou sur un autre paramètre. Mais est-ce que la vie des proches doit influencer d'une manière assez importante sur la réponse de la sœur par rapport à une demande en mariage? Ça, c'est la première question que je vais poser à notre orateur et il va répondre de suite en se présentant à nouveau aux personnes qui nous suivent. Bonjour à tous, je me présente Achille Biati, responsable du ministère La Voix du Bon Berger. J'officie plus dans l'enseignement. Donc la semaine dernière, nous avons bien entendu débattu sur le thème c'était la première partie du thème. Là, nous sommes de la deuxième partie. Le thème, c'est un homme fait ou un homme à faire. Mhm. Pour répondre à la question qui a été posée, lorsque une sœur reçoit une demande d'un frère, la question est la suivante. Est-ce que cette dernière peut tenir compte, d'accord, des avis des proches pour éventuellement prendre une décision réfléchie quant à une réponse qui attendrait éventuellement le bien-aimé? Alors, comme je disais la semaine dernière, on peut avoir des avis provenant des proches concernant bien sûr une réponse à une demande d'un frère. Et comme je disais, il y a une influence forcément dans ce type de réponses-là, une influence qui peut être positive. Il faut noter aussi qu'il y a des réponses qui, du moins, il y a des avis qui peuvent être pris en compte. Je vais bien expliquer. Si vous avez un avis d'un proche sur le frère, c'est un frère certainement qui est connu, parce que ça dépend. Il y a des frères qui sont connus dans l'Assemblée, il y a des frères qui ne sont pas de l'Assemblée, qui appartiennent à une autre dénomination. Et en fonction, bien sûr, de ces contextes-là, des avis peuvent être pris dans l'optique plutôt de mieux réfléchir et mieux mûrir, surtout sur la vie spirituelle, bien sûr, du bien-aimé. Ce serait encore plus facile d'un bien-aimé qui est dans l'Assemblée, qui est connu, voilà, et on peut facilement plutôt dire à la sœur que bon, ce bien-aimé, il a un bon témoignage, il est dans une assemblée, il est dans l'assemblée, pardon, il officie dans tel département, et donc par conséquent, ça ne, euh, ça n'empêcherait pas sur la réponse qu'elle soit favorable par rapport à la demande ou non.
Pourquoi? Parce que, bon, en principe, là, on connaît le frère, donc les avis peuvent être dans le sens favorable. Pourquoi pas? Maintenant, si le bien-aimé provient d'une autre assemblée, il serait quand même difficile que vous preniez, quand je dis vous, la sœur qui doit répondre bien sûr à la demande, puisse prendre une décision, on va dire à la va-vite, hein. Il faudrait plutôt, pourquoi pas se rapprocher de son responsable et faire savoir déjà au responsable, bon voilà, je suis peut-être partagé sur des réponses, le bien-aimé appartient à une autre assemblée, et là ça peut peut-être amener à ce que la réflexion ou l'avis soit prise en compte par un responsable. Alors, je parle des responsables parce que généralement quand on est dans l'assemblée, il faudrait que le responsable de votre département soit la première personne éventuelle à émettre bien sûr ce besoin-là, hein, puisque vous êtes partagé sur la réponse. Donc, oui, effectivement, il y a des avis qui peuvent être pris en compte lorsque le contexte est bien présenté dans ce sens-là. Après, pour ce qui est des influences, comme on l'a dit sur le choix qui porte plus sur certains aspects, des aspects matériels ou est-ce que la personne est bien placée, il a un statut social un peu plus aisé. Comme je disais, je reste dans mon point de vue. Il faudrait plutôt regarder, d'accord, l'aspect maturité spirituelle. Regarder aussi éventuellement, euh, bon, je suppose que si c'est un frère qui vient d'une autre assemblée, la bien-aimée connaît le frère, parce que quelqu'un d'autre vient nous demander une main, provenant d'une autre assemblée, sans toutefois que vous ayez déjà échangé, peut-être dans des conventions, pourquoi pas, puisqu'il y a des rencontres comme ça, hein, dans des conventions, surtout dans des mouvements des jeunes ou lors d'un séminaire. Et puis bon, c'est lors de ces conventions-là qu'on peut être intéressé par une sœur, et puis éventuellement, s'il y a des échanges, si c'est souvent fréquent que vous fassiez que les conventions s'effacent, oui, euh, voilà. Donc maintenant, comme je disais, ne regardez pas plus cet aspect matériel ou le statut social, parce que ça peut être un critère qui ne soit pas un bon fondement, hein, parce que si vous regardez cet aspect-là, il se pourrait que vous passiez à côté vraiment de l'objectif que Dieu attend de vous, c'est d'être épanoui. Parce que quand on se marie, le mariage, c'est un projet, c'est d'être épanoui, d'être dans le bonheur. Voilà, et c'est ce qui est vraiment important. Donc, oui, les avis peuvent être pris en compte, mais comme je disais, ça va dépendre du contexte dans lequel, par exemple, le bien-aimé évolue. Voilà. Mais par rapport justement à ce point-là, Mhm. sur le statut social de la personne, j'aimerais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui, notamment, ont euh, refusé des demandes, hein, par Mhm. rapport au statut social présent de la personne. Donc j'aimerais quand même aussi qu'on insiste là-dessus parce que on s'est rendu compte que lorsque un homme vient demander la main à une sœur, hein, par rapport au thème que nous abordons, un homme à Mhm. faire ou un homme déjà fait, l'influence aussi de son statut financier présent peut jouer énormément, mais de manière défavorable sur la réponse de la sœur. Et elle peut aussi, sans le savoir, passer à côté de l'homme de sa vie, parce que présentement, ça peut être quelqu'un qui n'a pas encore trouvé un emploi, qui a peut-être un diplôme, qui n'a pas encore trouvé un emploi, n'est-ce pas? Et on va se poser la question, mais si j'accepte la main de cet homme, est-ce qu'il pourra prendre soin de moi? Donc beaucoup de sœurs aussi sont passées à côté de l'homme de leur vie parce que ce dernier, sur le moment présent, n'avait pas encore une situation vraiment assise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une sœur qui est dans ce cas. Il y a quelqu'un qui est venu la rencontrer, mais elle se pose la question. Ce dernier n'a pas d'emploi. Bon, si j'accepte sa demande, qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'il a un avenir? Contrairement, il y a une sœur qui a reçu aussi une demande d'un jeune homme qui a déjà toute une situation, hein. Il travaille, etc. Mais elle n'est pas forcément intéressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'alchimie entre les deux.
Mais comme elle est aussi influencée par le statut de la personne, elle voit que bon, il est bien positionné, il est cadre dans une entreprise, elle se dit bon, mais pourquoi pas? Moi, je sais que là, il va répondre à tous mes besoins, mais il n'y aura pas forcément la base de la relation d'un homme et une femme. C'est-à-dire que ce ne sera pas fondé sur un amour sincère, un amour véritable. Ce sera plus fondé sur un intérêt financier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à une sœur qui est dans cette situation? Alors, en fait, c'est quand même un sujet qui commence à s'étendre. Ça, c'est un peu plus. Il y a tellement des aspects autour de la thématique, au niveau de la réponse, éventuellement d'une demande de mariage, on va dire comme ça, ou une demande de proposition. Après, il faut étudier, il faut plutôt aborder le thème aussi en fonction du contexte dans lequel, le contexte social, hein, dans lequel les sœurs, d'accord, évoluent. Parce qu'il faut d'abord comprendre que une bien-aimée, une sœur, d'accord, évolue dans une famille et en fonction du statut aussi social de la famille, on peut comprendre que cette sœur qui a le minimum, elle a évolué dans une famille qui était aisée matériellement, financièrement, et que parfois cet environnement social a dû influencer, ok, influencer dans le bon sens, parce que c'est un enfant qui a dû grandir dans ce type de statut, et que lorsque un frère s'approchera d'elle pour lui demander la main, elle sera toujours, voilà, partagée. Elle va plutôt regarder plutôt le critère déjà minimal, le minimum, ce serait que ce dernier ait quand même un statut social. Vous savez qu'il a un emploi, et il a quand même des moyens. Si c'est un homme qui fait des affaires, il a des affaires, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, des revenus. Pourquoi? Parce que cette dernière a grandi dans cet environnement. Maintenant, il faudrait que derrière, aujourd'hui, il y a des églises, c'est très bien, qui ont des départements ou départements, par exemple, dans l'accompagnement des projets des mariages, où les cadres de l'église ou de l'assemblée vont former les nouveaux, ou du moins Les les aspirants au futurs mariage. ou les aspirants au mariage, sur le regard de l'aspect spirituel aussi, de quelqu'un qui doit être mûr, quelqu'un euh, qui soit capable de te garder d'abord et bien entendu continuer aussi à participer à ton accroissement, à ta croissance pardon, spirituelle. Et ça, c'est le travail des anciens de l'Église pour orienter les aspirants au mariage dans cette optique-là. Bon, pourquoi? Parce qu'on ne va pas plutôt lancer la pierre à cette sœur qui n'a jamais connu le manque, qui avait des parents qui lui donnaient tout, etc., de n'être pas, plutôt que cette dernière soit plutôt regardant sur l'aspect matériel et financier, alors qu'elle pouvait bien regarder d'abord l'aspect spirituel. Bon, ça, on ne peut pas lancer l'anathème sur ces gens de personnes. Maintenant, après, c'est à l'église. Quand je dis l'église, il faut mettre un cadre où les jeunes aspirants au mariage soient formés dans ce sens-là. Maintenant, pour aller encore dans, bien sûr, pour répondre à la question qui a été posée, effectivement, euh, je reviens sur les propos que j'ai émis la semaine dernière en disant que pour moi, lorsqu'on veut fonder un foyer, un mariage pour la vie, pour la durée, il faudrait que le bien-aimé, la personne qui a la gestion du foyer, et comme je disais, on a pour le cas d'Adam, Adam était quelqu'un qui avait été déjà formé par l'Éternel. Dieu l'avait formé, il a donné un corps. Il y avait aussi une formation en termes de gestion, parce que lorsque l'Éternel lui dit de gérer, de garder, de cultiver, ça veut dire qu'il a reçu une formation. Il avait des atouts. C'est quelqu'un qui était déjà mûr et il avait les compétences éventuellement de gérer aussi un être semblable, de gérer un foyer. Donc, lorsqu'il apporte, du moins s'il amène Ève vers Adam, c'est Adam qui fait le choix et Adam était prêt. Parce que quand Dieu amène Ève vers Adam, parce que Adam était déjà prêt. Adam avait cette maturité pour pouvoir gérer un foyer. C'est pourquoi l'Éternel amène Ève vers Adam.
Donc, c'est pour dire simplement que le choix de la sœur devrait d'abord regarder cet atout-là. Est-ce que le bien-aimé qui te demande la main, qui veut marcher avec toi tout au long, pour la vie, hein, on va dire comme ça, est-ce que c'est cette personne est mûre et mature de supporter des vents et marées? Parce que le mariage, c'est une barque. Dans cette barque, ben, vous avez des occupants, vous avez bien sûr des occupants dans la barque, voilà, et vous pouvez éventuellement faire face aux tempêtes. Mais ces tempêtes-là, d'accord, sont parfois violentes, peuvent être calmes, mais c'est maintenant le capitaine du navire, d'accord, qui est l'homme, qui a la responsabilité de gérer le foyer, puisque dans Éphésiens, le Seigneur insiste que Marie, aimez vos épouses, comme Christ a aimé l'époux. Donc, on dit l'homme est le chef de la femme, et Christ est d'abord le chef, et l'homme, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Donc, c'est l'autorité, ici, en termes de gestion du foyer, c'est l'homme. C'est pourquoi il faudrait d'abord regarder celui qui te demande la main. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mûr? Est-ce que ce n'est pas un plaisantin? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut, est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire face, bien entendu, au vent et au marais? C'est d'abord ça le principe. Il y a des personnes qui ont des moyens, d'accord, qui ont tout, qui ont des moyens financiers ou matériels, mais malheureusement, lorsque les tempêtes arrivent, ces personnes démissionnent. Pourquoi? Parce qu'en principe, elles n'ont pas été préparées pour faire face. Il n'y a aucune maturité. Le Saint-Esprit n'a pas travaillé, n'a pas bâti l'homme intérieur de ces personnes-là. C'est ça, parce que c'est ça, bâtir l'homme intérieur, c'est pour faire face à plusieurs contraintes. Quand on se marie, c'est bien, mais quand on rentre dans le foyer, on voit tout. Voilà, c'est comme si, comme je disais, on est dans une barque et autour de nous, il y a de l'eau. Et dans l'eau, il y a beaucoup de choses. Il y a des vents, il y a des tempêtes. Les temps, les circonstances peuvent changer. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment un véritable capitaine. C'est celui qui doit rassurer, d'accord, la bien-aimée que ne t'inquiète pas, je suis là pour te couvrir, pour te protéger et pour faire face, bien sûr, à toute adversité. Et en fait, c'est ça. Donc, je reste dans cette position, d'accord. Je ne dis pas qu'il faut mettre de côté quand même le statut social, mais si quelqu'un a tout ce statut social-là, il a des finances, il est homme d'affaires, il a tout pour pouvoir besoin de sa famille, c'est très bien, mais l'essentiel, c'est que quand même qu'il soit quelqu'un de mature. Et je disais, des gens, des personnes, des hommes qui sont irresponsables, malheureusement, qui sont dans le vagabondage, même s'ils ont des moyens, d'accord, qui changent, qui sont comme caméléons, qui peuvent changer aujourd'hui au lendemain. Hein, il est bien, il présente une couleur, mais quand il rentre dans le foyer, il te montre une autre couleur. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps, on n'a pas pris le temps de avoir le discernement sur la personne avec qui on souhaiterait marcher dans ce voyage, comme je dis, hein, qui est le mariage. D'accord, merci pour la réponse. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que il est important de regarder à la maturité de la personne qui vient pour vouloir marcher avec nous. Donc, le plus important, ce n'est pas forcément l'aspect financier ou le contraire. Mais le plus important, c'est de savoir est-ce que cette personne peut, n'est-ce pas, pas forcément peu, parce que la possibilité aussi dépend beaucoup de ce que nous pouvons avoir à côté. Mais est-ce que cette personne présente les caractéristiques d'un capitaine de bateau? Comme pouvait le dire l'orateur, c'est que le mariage est assimilé à une barque. Et dans cette barque, il y a un capitaine qui est le mari. Et est-ce que cette personne est capable de conduire son équipage à bon port? Donc, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Alors, je pense que on va s'arrêter par là aujourd'hui. Et par la suite, nous allons aborder un autre thème dans le volume le prochain volume. Il s'agira pour nous de parler de l'aspect prophétique du mariage. Donc, ce n'est pas une question que nous allons aborder aujourd'hui.
aujourd'hui, nous voulons simplement clore la partie un homme à faire ou un homme déjà fait. Mais la semaine prochaine, nous allons parler de la partie prophétique du mariage. Parce qu'il est important de savoir que on peut recevoir une prophétie par rapport à notre futur conjoint, mais qu'en serait-il du fait de sauter le pas par rapport à la prophétie? C'est de cela dont il sera question la semaine prochaine, et notre orateur, toujours, se fera le plaisir de nous édifier là-dessus. Donc, sur ce, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine